Bien, donc en vous remerciant encore les uns et les autres, on va maintenant donc entamer les conférences et les discussions de cette matinée. Je suis très heureux d'abord de donner la parole à Jean-François Ballaudet, qu'il est peut-être à peine la peine de présenter ce matin, mais ce que je vais quand même faire rapidement. Il est professeur à l'université de Paris X, Nanterre. C'est évidemment un familier à tous égards de Pierre Hadot, de son travail, de sa pensée, de ses écrits. Il a également pris le relais de l'édition des traités de Plotin que Pierre Hadot avait ouverte. J'oublie sûrement beaucoup de choses très importantes. Arnold Davidson a mentionné le fait que le thème, le texte autour duquel aura lieu l'entretien cet après-midi a d'abord été prononcé dans le séminaire de Jean-François à Paris X. Mais sans plus tarder, d'abord je voudrais le remercier d'avoir accepté le défi aussi du thème de cette journée, dans des délais assez courts aussi pour tout le monde d'ailleurs, et d'avoir accepté donc de nous parler de Pierre Hadot sous le thème rétroaction philosophique, Pierre Hadot, les anciens et les contemporains. Donc Jean-François. Merci Frédéric. Écoute, c'était un honneur et un plaisir d'être invité à participer à cette journée. Et donc j'ai saisi la balle au bond, faisant fi des obligations diverses qui nous accablent tous en cette fin d'année. Et donc je vais vous proposer effectivement une réflexion que j'ai intitulée « Rétroaction philosophique, Pierre Hadot, les anciens et les contemporains ». Donc il s'agit d'esquisser une lecture de la position de Pierre Hadot dans le champ philosophique contemporain, à partir d'une perspective sans doute limitée, qui est celle d'un antiquisant proche des travaux de Pierre Hadot. Pour ce faire, je proposerai une interprétation de ce que sa lecture d'ensemble de l'histoire de la philosophie fait entendre dans le concert philosophique contemporain. Cette lecture, selon moi, vise clairement à produire une réelle rupture, non pas seulement du point de vue de la définition de la philosophie, mais aussi, et plus fondamentalement, du point de vue du positionnement face à la chose philosophique. Reste à expliquer comment cette rupture, dans la compréhension et la pratique de la philosophie, se produit et quels effets en résultent. Je vais donc suggérer un certain nombre de choses à cet égard, autant de pistes lancées en vue d'une discussion à suivre. J'ai annoncé que je parlerai de la position de Pierre Hadot. Cela m'amène aussitôt à énoncer un paradoxe. Mutatis mutandis, il y a quelque chose, en effet, je qualifierais d'atopique chez Pierre Hadot. Ce qui est atopique pour les Grecs et ce qui n'a pas de lieu assignable, c'est aussi ce qui est étrange, insolite. Et dans ces deux sens, me semble-t-il, Pierre Hadot, oui, est atopique. Comme tout penseur, Pierre Hadot a subi un certain nombre d'influences, qu'il évoque notamment dans ses entretiens. Mais je ne crois pas pertinent, pour ma part, de chercher à l'inscrire dans un lignage bien défini. Il n'est en effet ni nietzschéen, ni bergsonien, ni phénoménologue, ni heideggerien, ni existentialiste ou wittgensteinien, même s'il doit à tous ses auteurs et à tous ses courants, même s'il s'est intéressé très tôt, dans le cours de sa formation intellectuelle, à des auteurs contemporains comme Heidegger, Husserl ou Wittgenstein. Lire son travail à la recherche d'un tel lignage serait à cet égard profondément trompeur, me semble-t-il. Et c'est donc en ce sens que je le disais atopique. Tout d'abord parce qu'on ne peut le reconduire à l'un des courants philosophiques contemporains que j'ai évoqués, pas plus qu'on ne peut le réduire au statut de penseur chrétien qui aurait pris ses distances avec le christianisme. Ensuite, parce qu'il nous parle aujourd'hui de stoïcisme et d'épicurisme, comme si nos possibilités de vie dépendaient de ces écoles. Cela est bien étrange, donc atopique à tous égards. Si l'on tenait en réalité à réinscrire Pierre Hadot dans une tradition philosophique, je pense que ce serait celle de l'histoire de la philosophie la plus rigoureuse, associée à une pratique tout aussi rigoureuse de la philologie. Et de fait, c'est bien l'histoire de la philosophie qui apparaît ici comme le moteur de la réflexion. Elle autorise la compréhension intime des philosophies fréquentées, parce qu'elle conduit à la fois à l'immersion dans ces philosophies et à leur mise en perspective. Toute philosophie s'inscrit dans une histoire, dans une ou des traditions avec lesquelles il y a continuité et ou rupture.
L'histoire de la philosophie permet de maîtriser cela et crée à la fois la plus grande proximité et la plus grande distance avec telle philosophie. Cela représente à cet égard une grande différence avec une démarche de philosophe revisitant le passé, qui consiste à s'approprier ce passé sans toujours avoir conscience des préalables et des partis pris avec lesquels cette réappropriation s'effectue. Reste à user philosophiquement de l'histoire de la philosophie, ce qui n'est guère simple, dans la mesure où l'histoire de la philosophie tend à une certaine neutralité envers la philosophie qui est son objet d'étude. Bien entendu, il est une manière assez séduisante de pratiquer l'histoire de la philosophie, qui consiste à la soutenir d'une philosophie contemporaine, qui est sa philosophie de référence. Le passé de la philosophie est alors interrogé de façon plus ou moins élégante, à partir de nos intérêts propres, à partir de grilles données par la philosophie de référence, et cela donne lieu souvent à des relectures excitantes, mais également, tout aussi souvent, relativement éphémères, dans la mesure où elles se datent d'elles-mêmes en vertu de leur propre préalable. L'originalité de Pierre Hadot est donc, ici, de dégager une nouvelle voie interprétative de la philosophie dans son devenir historique, à partir de sa pratique d'historien et du sein même du donné historique. Ni plate reconstitution, ni projection, les lectures de Pierre Hadot tirent leur force de ce qu'elle propose une interprétation renouvelée des textes philosophiques anciens, qui consiste à faire surgir leurs enjeux à partir de la reconsidération problématique qui opérait initialement dans les démarches des philosophes anciens, et donc à partir de la prise en compte des pratiques philosophiques effectives, de la visée des écrits philosophiques, dialogues ou autres, et non pas de ce que nous aimerions d'emblée y trouver. Que l'interprétation donnée par Pierre Hadot de la philosophie ancienne dans son ensemble ne soit pas le fait d'une projection à partir de problématiques contemporaines, cela se signale, me semble-t-il, par le décalage, à première vue, entre la philosophie telle qu'elle se pratique aujourd'hui et la philosophie telle que l'entend et la comprend Pierre Hadot, telle qu'il en retrouve l'inspiration première lorsqu'il parcourt l'ensemble des philosophies antiques. Cette interprétation de Pierre Hadot, cette interprétation d'ensemble de la philosophie ancienne, peut être dite aussi inactuelle, et c'est en cela qu'elle trouve tout son crédit à nos yeux. De façon assez fascinante, il est vrai, cette lecture de la philosophie et de son histoire croise le trajet de philosophes contemporains. Elle rencontre un intérêt public remarquable, qu'on a évoqué, par-delà le cercle des spécialistes. Cela pourrait inciter à penser que la démarche de Pierre Hadot est dans une certaine correspondance avec la sensibilité contemporaine. Il suffit toutefois d'observer les réserves que suscite cette compréhension renouvelée de la philosophie de la part d'un certain nombre de philosophes professionnels pour se convaincre que Pierre Hadot est moins dans l'ère du temps des idées, qu'il ne répond à des attentes et des interrogations de fond auxquelles ses travaux contribuent à apporter quelques réponses. Le rapprochement avec Michel Foucault ne doit à cet égard pas nous tromper, me semble-t-il. Ce n'est pas Pierre Hadot qui est allé en direction des recherches de Michel Foucault, mais au contraire, ce dernier qui a pensé trouver une voie féconde pour penser le soi et ses modes de constitution dans les investigations de Pierre Hadot. Parenthèse, je ne veux évidemment pas suggérer, en disant cela, que Foucault serait, lui, dans l'air du temps, mais je veux simplement dire qu'il s'inscrit dans une constellation théorique très contemporaine, d'une manière qui n'est précisément pas celle de Pierre Hadot. Je parlais donc aussi d'inactualité à propos de Pierre Hadot. C'est une inactualité tranquille, qui ne s'affiche ni ne se dissimule, mais s'assume simplement à l'écart des modes. Ainsi, je suppose... Il faudrait lui poser la question en ces termes, je ne l'ai pas fait. Je suppose que Pierre Hadot accepterait de dire que les anciens, Socrate, Platon, Épictète, Marc Aurèle, Plotin, pour les plus importants à ses yeux, n'ont pas moins compté pour lui que les contemporains, et qu'à tout prendre, ils l'ont sans doute été davantage importants. Toutefois, reconnaître cela ne trahit pas du tout une attitude de clôture de l'historien sur son domaine. Bien au contraire, me semble-t-il, c'est parce que Pierre Hadot a constamment eu aussi une ouverture réelle sur la philosophie contemporaine qu'il a pu faire ressortir à quel point
la compréhension antique de la philosophie pouvait nous éclairer sur notre propre pratique de la philosophie, sur ce qu'elle est actuellement et sur ce qu'elle pourrait être. L'inactualité de cette lecture fait bien tout son prix philosophique et lui donne au total sa grande pertinence, ni moderne ni post-moderne, mais en somme extra-moderne. Cela étant dit, il me faut pousser plus loin à présent l'analyse afin de tâcher de cerner ce que j'ai appelé la rétroaction philosophique. Pour cela, je voudrais rappeler encore un ou deux points de l'itinéraire intellectuel de Pierre Hadot, qui me semble avoir constitué sa chance, et finalement aussi bien notre chance de lecteur et d'auditeur de Pierre Hadot. En effet, Pierre Hadot a reçu une éducation catholique complète et très poussée qui l'a conduit successivement au petit et au grand séminaire où il a étudié notamment la philosophie thomiste. Grâce à cela, il a véritablement assimilé, au sens le plus concret du terme, tel que Nietzsche l'entend, rien moins que l'histoire de la pensée occidentale. Et ce point me semble capital. En effet, le christianisme n'a d'abord pas été pour lui, comme c'est sans doute le cas pour nombre d'entre nous, un moment de l'histoire de notre culture, en un sens toujours présent, mais aux effets relativement estompés, et considéré de façon plus ou moins extérieure. Lui est passé, volens nolens, par un moment religieux, par un âge de sa vie où l'existence prenait sens, trouvait son fondement dans la religion catholique. Et c'est parce que les choses lui sont apparues ainsi, qu'il les a vécues ainsi, au moins un temps, qu'il lui a été possible de reprendre à nouveau frais la question même de la philosophie. Comment ce pas de côté a-t-il été possible ? Pierre Hadot rappelle dans ses entretiens son intérêt précoce pour la philosophie, qui semble parallèle à la religion sans se recouper exactement avec elle. Il lie cet intérêt à des expériences spirituelles, en particulier à ce qu'il a appelé le sentiment océanique, à la suite de Romain Rolland, expérience qui confine, disons, pour aller vite, au domaine large de la mystique, même s'il a quelques réticences à faire lui-même cette assimilation. Il me semble ainsi que Pierre Hadot a été amené par sa formation, voire un peu contraint, à identifier, encore une fois, un certain temps, l'exigence philosophique à l'exigence catholique, la vie parfaite à la vie catholique, la vie en Jésus-Christ, pour employer de grands mots. Or, ces intérêts intellectuels et ces expériences que j'aimerais appeler naturelles lui ont fait prendre conscience, et sans doute de plus en plus nettement au fur et à mesure de son avancée dans ses études et ses réflexions philosophiques, à la fois que le christianisme avait pris en charge la philosophie et la visée d'une vie parfaite, et aussi qu'elle en avait puissamment infléchi le sens. Ainsi, trois conditions, me semble-t-il, devaient être réunies pour une relecture critique et rétroactive de l'histoire de la philosophie. Il fallait d'abord habiter le christianisme, disons le catholicisme plus particulièrement, pour en comprendre intimement la structure, l'articulation foi-raison, théologie-philosophie, jusque dans le moindre détail. Il fallait ensuite disposer d'un questionnement philosophique indépendant, tout à la fois ouvert à son temps et adossé à une sorte de rapport non médiat à la nature. Il fallait enfin une pratique rigoureuse d'historien de la philosophie, d'historien de la culture et des institutions, pour parvenir à proposer cette relecture de l'histoire de la philosophie qui modifie radicalement la perspective habituelle dont nous avons tous hérité. Hérité, oui, c'est au fond un héritier parfait, pour reprendre et détourner encore une autre formule de Nietzsche. C'est un héritier parfait que Pierre Hadot, me semble-t-il, s'est affranchi et a affranchi ses lecteurs d'une certaine compréhension chrétienne de la philosophie, pensée comme discipline théorique purement spéculative. Le moteur de l'interprétation de Pierre Hadot consiste, on le sait, dans une ressaisie du rapport précis entre logos et forme de vie et dans la réflexion sur leur interaction perpétuelle. La recherche du meilleur mode de vie induit la mise en œuvre d'une recherche, d'une enquête sur ce qui est et sur ce que nous sommes pour faire de nos vies les plus accomplies, c'est-à-dire les plus conformes à ce qui est en accord
avec ce qui est. Il n'y a là rien d'anti-spéculatif, mais il résulte in fine de cette ressaisie de l'enracinement pratique de la philosophie, une certaine subordination de la théoria à la praxis, ou peut-être, plus exactement, une compréhension de la théoria comme praxis. On pourrait également parler d'une théoria innervant la praxis, ou encore d'une praxis théorétisée. L'activité philosophique vise la transformation de soi et des autres par le biais de l'exercice de la pensée, induisant toutes sortes d'exercices spirituels qui mettent également en jeu le corps. En ressaisissant en toute clarté cette destination première de la philosophie, telle que l'Antiquité l'a mise en œuvre, Pierre Hadot pouvait dès lors mettre en évidence l'infléchissement progressif, mais de plus en plus profond, que le christianisme allait faire subir à la philosophie, se présentant d'abord comme la vraie philosophie. La doctrine chrétienne tendait à s'imposer comme l'exclusive dépositaire de la voie du bien, autorisant le rejet radical, avec parfois quelques conciliations, de la philosophie païenne. Par là, la philosophie ne se fondant pas sur la révélation se trouvait ipso facto écartée, quoique dans un second temps, au cours de la période médiévale, la philosophie soit devenue l'assistante de la théologie, retrouvant ainsi une place, mais une place seconde, celle même de la raison naturelle relativement à la foi. La reconstruction du processus de christianisation de la philosophie fait alors apparaître en pleine lumière le fait que la philosophie, se comprenant comme théoria, est l'effet d'un processus historique global qui a exercé une contrainte extérieure sur la discipline, laquelle se comprenait et se pratiquait initialement de façon tout autre, comme discipline de vie, recherche d'un art de vivre éclairé par la théoria. Par ce mouvement rétrospectif de l'historien de la philosophie, il devient ainsi clair que la vocation première et fondamentale de la philosophie n'est pas celle que le christianisme lui a imposée. Mais il devient également clair que l'histoire moderne et contemporaine de la philosophie s'inscrit toujours de façon dominante dans la suite de cet infléchissement historique. Et l'on pourrait même soutenir la thèse provocante que bien des courants philosophiques contemporains sont les ultimes avatars de cet infléchissement, lorsqu'ils persistent à voir dans la philosophie une discipline d'abord spéculative, qu'elle se veuille spéculative à nouveau frais, ou qu'elle spécule sur l'agonie du spéculatif. Certes, il convient de ne pas trop schématiser, et le fait est que de nombreux courants contemporains ont eu le souci de penser la vie, de se colleter avec elle, de la transformer. Mais on peut ajouter, si l'on continue à parler du point de vue de Pierre Hadot, que c'est à partir du concept et dans l'horizon du concept. C'est ce qui explique qu'un certain nombre de philosophes contemporains aient pu alimenter la réflexion de Pierre Hadot sur la philosophie comme pratique, mais qu'en même temps, ce soit resté, pour Pierre Hadot, de l'ordre de la rencontre ponctuelle. Plus largement, l'on ne doit pas perdre de vue non plus un plan auquel Pierre Hadot accorde beaucoup d'importance, qui est celui du cadre social de la pratique de la philosophie. Le fait est que la philosophie, en s'institutionnalisant, en se fonctionnarisant ensuite, s'est condamnée à n'être qu'une discipline de savoir. Et c'est un fait que les philosophes, dont c'est aujourd'hui la raison sociale, sont d'abord identifiés par une certaine compétence dans des domaines philosophiques donnés. On peut ainsi aujourd'hui imaginer seulement, qu'un philosophe professionnellement reconnu comme tel soit par ailleurs menteur, vaniteux, lâche, plagiaire ou que sais-je encore. Un état de fait inconcevable dans l'Antiquité. Voilà alors en quoi la lecture philosophique de l'histoire de la philosophie que propose Pierre Hadot présente un remarquable, puissant, profond effet de rétroaction. C'est qu'en nous confrontant à la pratique antique de la philosophie, il fait surgir un certain impensé des philosophies spéculatives. Disons l'évacuation de la praxis et de la transformation de soi, éventuellement sous la forme de son objectivation, mais en tout cas pas n'étant absolument pas capable de la prendre en charge comme la question centrale. Et cet impensé
des philosophies spéculatives mises à jour, Pierre Hadot nous oblige à nous interroger sur ce que nous faisons quand nous prétendons philosopher ou agir au titre de la philosophie. S'agit-il seulement d'écrire un article, un livre, ou de donner un cours, ou bien une forme de cohérence globale ne serait-elle pas recherchée entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, entre ce que l'on pense spéculativement et ce que l'on ressent intimement? À partir de là, on peut ajouter qu'il n'est plus nécessaire d'être professeur de philosophie pour philosopher, bien que ce ne soit pas, pour autant, je l'espère en tout cas, exclusif. Le retour sur le passé de la philosophie tel que l'effectue Pierre Hadot conduit ainsi à modifier rétroactivement notre rapport contemporain, présent, à la philosophie. Surgit ici le risque d'un malentendu auquel s'est heurté Pierre Hadot lui-même et auquel je voudrais parer à mon tour. L'on pourrait se dire que tout cela revient au fond, à défendre une compréhension faible de la philosophie, une compréhension qu'il a réduit à n'être qu'un art de vivre, qui emprunte un certain nombre de recettes aux philosophies antiques et s'accommode d'un certain éclectisme qui trahirait l'ambition de savoir, laquelle est néanmoins également présente dans toute démarche philosophique authentique. Si philosopher ne consiste pas d'abord à créer des concepts, philosopher comporte aussi cette dimension. Voilà ce qui pourrait être objecté. Il me semble que Pierre Hadot n'est jamais allé la contre. Bien mieux, il a lui-même donné un certain nombre de clés pour comprendre notamment comment la philosophie avançait au moyen d'une logique féconde du débat, de l'exégèse et finalement du contresens créateur. Il a, mieux que quiconque, maîtrisé et reconstitué la logique conceptuelle à l'œuvre dans les écrits de Marc Aurèle, de Plotin, montrant comment cette logique appuyait la démarche de vie philosophique, non pas en opposition, mais en interaction. De ce point de vue, nul plus que lui n'est à même d'accorder que la philosophie vit aussi de son mouvement théorique propre. Mais le point essentiel est le suivant, que j'ai déjà énoncé et auquel je reviens maintenant. La vie des idées trouve sa raison et son fondement dans l'expérience du réel, dans l'ouverture au monde et aux autres, considérée non comme un complément ou un à côté, mais comme le foyer même de tout investissement philosophique. Et c'est cela qui permet de faire le départ entre une philosophie hétéronome, en somme, qui tire ses règles d'ailleurs que d'elle-même, et une philosophie s'efforçant à l'autonomie, qui se pense comme expérience totale de vie et de pensée. C'est ainsi que l'on peut comprendre ce phénomène remarquable, bien souligné par Pierre Hadot, consistant dans la résurgence périodique, peut-être déjà à l'époque médiévale, mais ensuite régulièrement à la Renaissance, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle et au siècle dernier, d'une compréhension de la philosophie comme discipline vécue, impliquant une démarche de transformation intérieure totale du sujet philosophant. Et ce sont Montaigne, Descartes, Pascal, Kant, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Thoreau, Bergson, Wittgenstein, Merleau-Ponty, entre autres, qui constituent autant de phares aux yeux de Pierre Hadot pour la reprise, à nouveau frais, de cette compréhension de la philosophie comme manière de vivre. Par le pas en arrière historique que nous invite à faire Pierre Hadot, nous prenons donc conscience du cadre dans lequel la tradition philosophique s'est développée. Car il nous fait découvrir aussi le hors-cadre sur le fond duquel la théoria a été détachée. En redécouvrant le cadre et le hors-cadre, nous sommes à même de reprendre la question de la visée fondamentale du philosopher et de ses conditions. Nous sommes par là aussi conduits à réexaminer totalement la question de notre rapport à la vie et à la vérité. En effet, le bien, le juste, ne sont pas fondamentalement ce dont il faut rendre raison, mais ce qu'il s'agit de mettre en œuvre. Et la vérité se situe quelque part dans cette mise en œuvre. On le conçoit aisément, il y a évidemment une grande différence entre une réflexion accompagnant une démarche de transformation intérieure et une réflexion qui est supposée valoir par elle-même et pour elle-même. Or, pour terminer, la question est bien celle-là, de savoir s'il appartient encore à la philosophie de prendre en charge cette recherche d'une transformation de soi, et comment. Le fait est que Pierre Hadot a, d'un bout à l'autre de son itinéraire,
parler en faveur de la philosophie. À la différence, je crois, de Michel Foucault, pour qui le travail sur soi, cette subjectivation s'accomplissant dans l'esthétique de l'existence, selon son expression, le travail sur soi, selon Michel Foucault, donc, n'est pas, ou plus spécifiquement, philosophique. Des philosophies antiques, Michel Foucault retient des techniques de soi, souci de soi, liberté de parole, qui sont extrapolables pour penser des formes de vie en résistance, mais elles ne sont plus spécifiquement philosophiques parce que, si je comprends bien, la philosophie est devenue tout autre chose. On pourrait juger cette différence, cadre philosophique maintenu ou non, quelque peu secondaire, mais je pense qu'elle rejoint les critiques de Pierre Hadot à l'endroit de l'esthétique de l'existence et plus largement pose la question du contenu, de la forme à donner à sa vie et des modalités de se donner forme. Pensant la subjectivation comme un pouvoir dans un réseau de pouvoir et contre-pouvoir, Michel Foucault ne pouvait que prôner l'invention dans une exploration des singularités. Or, si Pierre Hadot semble étranger à cette problématique, en ces termes précis, cette problématique a sans doute été rendue possible par lui, ou tout au moins en partie, et la question qu'elle fait surgir est bien réelle, si l'on veut penser jusqu'au bout cet effet de rétroaction produit par la lecture que Pierre Hadot a donnée de la philosophie dans son mouvement historique. Comme il n'est pas question de lancer un programme de restauration de la philosophie telle qu'elle se pratiquait il y a plus de 2000 ans, Pierre Hadot l'a suffisamment dit, la rétrospection d'abord et la rétroaction qui s'ensuit ont un autre rôle, que Pierre Hadot, de fait, a commencé à cerner, celui de nous aider à construire nos vies avec une exigence de cohérence, donc d'universalisation de sa conduite, un désir maîtrisé, de plaisir et de bonheur, dans le souci maintenu d'un accord avec les autres et avec le monde. Cela étant, par-delà cette exigence et ce désir, comment effectivement combler notre existence aujourd'hui? Comment répondre à ce besoin? Comment, pour le dire plus précisément, satisfaire ce besoin d'accorder effectivement action et pensée? Sur quel fondement asseoir ce désir d'accomplissement? Il n'y a pas de réponse simple, certes, à ces questions. Pierre Hadot a esquissé quelques réponses, je le disais, en évoquant l'usage libre que nous pouvions faire de l'épicurisme ou du stoïcisme ou du platonisme ou encore du cynisme, pris comme des types de postures fondamentales face au monde. Mais ce ne sont pas des réponses figées et définitives, et des prolongements sont à donner, et dans une certaine mesure à inventer, comme l'envisageait Michel Foucault. Une telle tâche revient à chacun, dès lors qu'aucun dogme ne peut imposer sa règle. L'important, alors, et pour terminer, est peut-être moins la réponse que la question, et c'est pourquoi la rétroaction philosophique nous maintient dans l'horizon de la philosophie comprise d'abord et avant tout comme posture réflexive vis-à-vis de soi, des autres et du monde. Disant cela, j'aimerais, pour terminer, esquisser, en guise de vraie conclusion, un rapprochement avec l'œuvre de Maurice Merleau-Ponty, chez lequel se laissent entendre, je crois, des échos, mais je devrais dire des anticipations, de la compréhension de la philosophie telle que la développe Pierre Hadot. Avec sa sensibilité philosophique exceptionnelle, Maurice Merleau-Ponty a lui-même compris la philosophie comme devant se réaliser en vie philosophique. Il nous a également fait saisir que la philosophie était tout entière dans la visée de vérité, et qu'en un sens, nous ne pouvions nous extraire de cette ambiguïté positive qui traverse vie et pensée. En cela, la vie philosophique aujourd'hui n'a rien de figé ni de fixé, mais est quelque chose qui perpétuellement doit s'inventer et s'expérimenter à l'épreuve de ce qui devient, et ainsi doit rester une exigence permanente. La rétroaction philosophique produite par Pierre Hadot est ambiguë au sens positif que donne au terme Merleau-Ponty, ambiguë parce qu'elle nous ramène loin dans notre passé, mais nous projette simultanément dans notre présent et notre futur, parce qu'elle nous indique ce que la philosophie devrait être, sans nous donner toutes les clés, mais en nous incitant à chercher, à nous chercher. Tels les philosophes du passé, ainsi nous-mêmes.
je me suis cherché moi-même, je disais Héraclite. Merci beaucoup Jean-François pour cet exposé qui va au centre de toutes nos questions, qui en donne le cadre et le hors-cadre. Parce qu'on a eu à la fois la perspective, disons, méthodologique, historique, mais aussi les questions les plus centrales et les plus vitales, j'allais dire, de la philosophie. Alors je pense qu'on peut prendre le temps d'une ou deux questions tout de suite pour faire écho à l'intervention de Jean-François, même si on aura une discussion globale en fin de matinée. Merci de votre exposé. J'étais un peu frappé par une remarque en passant où vous avez dit que pour Pierre Hadot, les exercices spirituels impliquent le corps aussi. Or, vous le savez, on l'a reproché, ou on a reproché à cette tendance générale, je pense notamment aux écrits de Richard Schusterman, que ce n'est pas du tout le cas. Alors, est-ce que vous pouvez vous étendre un tout petit peu sur ce thème? Oui, effectivement, comment dire je ne voulais pas laisser de côté le corps parce qu'il me semble qu'il a sa place. Je pensais, disons avant tout à l'épicurisme et aux techniques de soi, disons épicuriennes, qui, d'une manière sans doute bien plus nette que ce n'est le cas du côté des stoïciens, impliquent effectivement un travail sur l'âme et sur le corps de manière conjointe. Donc, comment dire, c'était mon petit grain d'interprète qui enrôlait aussi le corps dans le travail sur soi et dans la pratique des exercices spirituels. Et c'est vrai que Pierre Hadot insiste bien davantage pour sa part sur le travail spirituel et donc sur un travail centré sur l'âme, sans exclure toutefois évidemment que cela impose des contraintes sur le corps ou des formes de maîtrise du corps et de ses pulsions. Mais bon, effectivement, c'était un peu mon grain de sel personnel. Oui, je ne voudrais pas rajouter encore un nom propre à la liste de ceux qui ont été, parce que ça va être assez peu conceptuel, mais il me semble qu'il y a une figure qui est commune à l'horizon aussi bien d'ailleurs de Foucault et Hadot que même de Wittgenstein, assez curieusement, c'est Kierkegaard. Et j'aimerais poser la question suivante. L'idée chez Kierkegaard de retrouver dans le moment antique socratique de l'émergence de la philosophie une sorte de délinéation particulière de l'âme et de l'expérience spirituelle en tant que telle. Et que justement, on ne sait pas très bien si c'est le christianisme qui féconde la lecture de l'Antiquité ou l'Antiquité qui renouvelle la lecture du christianisme. Ça passe chez Kierkegaard par l'idée que la question même implique une transformation de soi. C'est pas quelque chose qu'on constate comme une vérité de l'histoire des idées. Si on ne se transforme pas soi-même, on n'a accès ni à Socrate ni au Christ, par exemple. Alors le problème que me posait l'exposé que tu as fait, c'est quand on dit ça, on fait presque de la théorie déjà. C'est-à-dire que on a l'impression que tu décris Hadot dans ce qu'il a voulu faire en faisant la théorie de cette transformation de soi. Est-ce qu'on pourrait rendre compte chez Hadot de la façon dont cette transformation de soi se produit effectivement, qui lui permet justement d'articuler cet horizon spirituel chrétien qui a été chrétien et puis qui ne l'est plus, puisqu'il n'est plus un penseur catholique à un moment, à l'Antiquité, tu vois. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? C'était quand même quelqu'un qui avait une présence physique, une manière de parler, où il n'avait pas besoin d'en faire la théorie. C'est-à-dire qu'il montrait la transformation de. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose sur non pas sur ce qu'il en a dit, mais sur ce qu'il faisait en le disant, sans peut-être nécessairement en avoir justement une représentation théorique, quoi.
Est-ce qu'on pourrait, parce que chez Kierkegaard, on peut éventuellement voir ça, et Kierkegaard dit toujours au lecteur, c'est pas ce que je dis, c'est ce que je fais en le disant qui compte, hein, qui vous fait entrer dans mon objet. Tu vois ma question ? Oui, je vois à peu près. C'est une question une très belle question, et la réponse est fort difficile. Il me faudrait donc décrire Pierre Hadot dans son mode d'être et dans son rapport au monde et aux autres. Alors j'ai essayé d'apporter quelques éléments de réponse, mais seulement en passant, dans le cadre d'une reconstruction théorique, c'est vrai, en évoquant le fait qu'il y avait ces fameuses expériences décrites comme sentiments océaniques, donc de rapport, de sentiments de présence intense au monde, voire de fusion avec le monde, qui était un premier moteur. Et donc je suggérais tout à l'heure que c'était peut-être le vrai moteur, c'est-à-dire ce qui a fait que finalement la traversée du christianisme, la traversée intégrale du christianisme et sa sortie, cela a pu être possible. Alors, il me semble que c'est une sorte de point de départ, c'est un ancrage, c'est très frappant quand on lit les entretiens, me semble-t-il, de voir que je l'ai évoqué comme ça, mais en passant, de constater à quel point il y a tout de même un certain décalage, voire une dissociation. Alors c'est peut-être une lecture rétrospective de son propre itinéraire, mais une certaine dissociation entre ses intérêts propres, son rapport direct au monde, son rapport naturel, comme je disais, et puis ce que le christianisme lui enseigne, lui apprend. Et il me semble qu'à un moment, il a tenté de faire coïncider les choses, mais il est constamment conscient du fait qu'il y a des non-coïncidences et une forme une certaine difficulté à recouper les deux. Donc dans le mode d'être de Pierre Hadot et dans cette manière de réaliser ce dont il parle, je dirais qu'il y a, une forme de... comme le dirait Merleau-Ponty aussi, une forme d'étonnement, de réel étonnement, de capacité d'émerveillement dont Merleau-Ponty parle, dont Pierre Hadot parle, qui se traduit dans les rapports humains par une forme de sérénité que je ne peux que comparer à ce que Diogène Laërce nous apprend d'un certain nombre de philosophes, qui ne sont pas tous aussi parfaits d'ailleurs, mais dont un certain nombre illustre effectivement cette hauteur, cette espèce de magnanimité et détachement. Je pense que effectivement ça se traduit de cette manière-là, et cette autre manière de voir la philosophie, de la penser et donc de la décrire, procède effectivement... je pense comprendre ainsi ta question, procède effectivement d'une manière d'être au monde qui d'emblée est celle que j'essaie de décrire maladroitement, une manière très intense d'être au monde. Et c'est pourquoi d'ailleurs, là encore je l'ai dit en passant, mais il faudrait le développer, c'est pourquoi d'ailleurs cet intérêt pour la mystique dont parle Pierre Hadot est sans doute capital pour comprendre exactement ce qui se passe dans sa lecture de l'histoire de la philosophie. Parce que la mystique... est un côté transhistorique et transculturel dont il faut se méfier pour cette raison aussi, mais qui est un type d'expérience directe, brute du monde, qui fait d'une certaine manière échapper aux déterminations philosophiques et la manière dont la philosophie nous dit que nous devons penser le monde et nous rapporter à lui. Donc il y a quelque chose de brut là, de ce côté. Et à plusieurs reprises, Pierre Hadot évoque la mystique sauvage de Pierre Hulin et l'importance de tout ce qu'explore Hulin et qu'il partage largement pour sa part. Donc voilà, c'est des éléments de réponse. Merci Jean-François. Je vais passer la parole à Barbara Carnevali, mais avant j'aurais voulu juste... je ne vais pas poser une question parce qu'on n'aura pas le temps, mais je voudrais juste insérer juste un thème dans le débat qui s'esquisse à propos du corps et de l'incarnation de la philosophie. Ma question, elle aurait posé, je dis bien elle aurait posé, peut-être comme un jalon pour tout à l'heure, sur la question de la vie. Il me semble que peut-être c'est la vie qui fait ce lien entre l'âme et le corps, qu'on ne peut pas séparer entièrement, et peut-être qu'il ne faut pas prendre l'exercice corporel au sens littéral, forcément, d'une sorte de pratique
physique, justement, comme on dit aujourd'hui, à mon avis, peut-être à tort, mais avec un critère vital très concret, qui est celui aussi du normal et du pathologique, de la maladie et de la thérapie. Donc je t'aurais volontiers interrogé sur l'aspect thérapeutique de la philosophie, qui est au fond qui est transversale à l'âme et au corps en un certain sens, et qui permet aussi de reprendre, il me semble, les deux questions. Je ne sais pas si en un mot, mais l'idée d'un critère au fond vital qui peut aujourd'hui peut-être être plus corporel qu'il ne l'était dans l'Antiquité, qui a une histoire du corps, une histoire, mais qui est quand même là aussi, à mon avis, une des dimensions. Disons, la question de la vie n'est pas à prendre ni comme purement métaphorique, c'est pas seulement le bien vivre comme pure métaphore, au sens où la vie serait simplement une sorte de sens et de décision morale, mais c'est pas non plus un sens purement biologique ou organique. Donc j'aurais bien posé cette question comme un jalon. Je crois qu'elle traverse aussi Nietzsche, Bergson, Wittgenstein, les formes de vie. Voilà. Bon, la question ou la suggestion est très riche et porteuse d'éléments de réponse en elle-même. Et je partage très largement ce que tu viens de dire. On y reviendra. Oui, voilà.